tous mobilisés. Et naturellement, moi également. TV Liberté aura bientôt 10 ans, suivi par un noyau fidèle qui s'est amplifié au fil du temps. Je le salue et désire également m'adresser aux 900 000 nouveaux téléspectateurs qui nous ont rejoints en 2022. Et je voudrais leur confirmer notre règle du jeu. En effet, 3 types de ressources financières sont possibles pour les médias. D'abord, les subventions publiques ou mécénat privé. Mais alors, comment donc combattre un système qui les distribue ? La publicité, économie fragile et bien souvent négatrice de nos valeurs. Et enfin, le don, le choix de la liberté, le grand principe fondateur de notre civilisation européenne. Et oui, c'est notre choix. Par conséquent, nous n'avons donc aucun autre patron que vous. Stop ou encore ? Les programmes de TVL vous conviennent ? Alors dites-nous encore en effectuant un don maintenant. Madame, monsieur, bienvenue sur Immédiat, l'émission de TV Liberté qui décrypte la propagande médiatique avec Jean-Yves Le Gallou. Mais cette semaine, c'est Michel Geoffroy qui vient le remplacer pour notre dernière émission de l'année. Merci beaucoup, Michel Geoffroy, d'avoir fait le déplacement et de venir m'assister dans ce... C'est toujours un plaisir. Merci. Dans cet exercice. Merci encore. Je viens de vous le dire, donc c'est notre dernière émission d'Immédiat de l'année 2022 et nous recommençons Immédiat sous un format un petit peu différent, un petit peu plus court, un petit peu plus dynamique sur la chaîne principale de TVL, donc la chaîne officielle TVL sur YouTube à compter du 5 janvier. Donc j'espère vous y retrouver à ce moment-là. En tout cas, en attendant notre sommaire, eh bien, nous avons du pain sur la planche, comme j'aime le dire chaque semaine. Michel ? Tout d'abord, notre image de la semaine, c'est Emmanuel Macron sur la pelouse et dans les vestiaires du match France-Argentine. Peut-être les prémices d'une énorme récupération politique d'ailleurs, et en tout cas, c'est peut-être également la séquence la plus gênante de la semaine. Ensuite, notre premier sujet, eh bien, ce sera Macron nous prend pour des bleus entre récupération politique, accusation de racisme sur les réseaux sociaux et contre-feu sur l'extrême droite. Nous avons beaucoup de choses à commenter sur le match France-Argentine et les jours qui suivent. On passera, comme chaque semaine, à notre revue de presse. Et enfin, notre dernier sujet de la semaine, c'est une sorte de petit cadeau de Noël que nous faisons à nos téléspectateurs. C'est les plus grandes tendances, les plus grandes catégories de bobards de cette année pour notre dernière émission. Donc, on verra que l'année 2022 a été riche en manipulation, mensonges, occultation et j'en passe. Immédiat 424, c'est parti. Je vous l'ai dit, notre image de la semaine est tout droit tirée de la finale de la Coupe du Monde de football ayant opposé la France à l'Argentine. On regarde ça tout de suite. Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Michel Geoffroy, on est en face d'un Macron entraîneur de football, à la fois consolateur de joueurs perdants et dramaturge aigu, si je puis dire. On l'a également vu sur la pelouse en train de consoler Kylian Mbappé, l'homme aux 3 buts, le soir de la finale. On l'a vu également lui faire des sortes de câlins. Oui, enfin, tout ça... Moi, je trouve ça très, très gênant, très malsain même. Qu'est-ce que je veux dire ? Emmanuel Macron se met en scène là. Il se met en scène.
il se déguise en supporter, hein, on le voit gesticuler dans les tribunes, etc. Il aime bien se déguiser, hein, vous savez, vous vous souvenez, il aimait se déguiser en pilote de chasse pour aller visiter une base aérienne, il s'était déguisé en Zelensky, alors là il se déguise en supporter. Puis en entraîneur. Alors le problème, c'est un peu dommage qu'il ne se déguise pas en président de la République, parce que je pense que ces images, c'est quand même... il ridiculise la fonction et d'une certaine façon, il ridiculise notre pays. Hein. Je veux dire, c'est pas la première fois, mais enfin là, je crois que c'est pas... ça manque un peu de décence. Hein. Je pense qu'on n'imagine pas des présidents de la République française faire comme lui. Hein. Je pense qu'on n'imagine pas François Mitterrand tripotant Mbappé, on n'imagine pas Georges Pompidou, j'ose même pas parler du général de Gaulle. Donc, si vous voulez, on voit quand même une certaine dégradation de la fonction présidentielle. C'est un rôle qui semble lui tenir à cœur, j'ai envie de dire. Je vous propose de passer à notre premier sujet de la semaine. Coupe du Monde, Macron nous prend pour des Bleus. On va rester un petit peu dans la même veine. Coupe du Monde, Michel, avec l'échec d'un boycott pour des raisons prétendument humanitaires et écologiques, a été au contraire un grand succès. Les audiences ont établi un record, plus de 30 millions de spectateurs, toutes plateformes confondues, et les médias ont commenté cette rencontre avec abondance. Alors, ma première remarque peut-être, l'équipe des Bleus n'a pas seulement ému Emmanuel Macron, mais aussi toute la classe médiatique, et je vais vous en donner quelques exemples. Coupe du Monde, le grand récit de l'épopée des Bleus dans le Figaro. Le Monde, la foule célèbre les Bleus, ses perdants magnifiques, place de la Concorde. On a également Michel-Édouard Leclerc, donc le patron de la célèbre franchise Leclerc, qui nous explique « La bouffée d'optimisme du mondial permet d'éviter la récession ». Ou encore, le billet de Thomas Legrand, le parcours des Bleus à la Coupe du Monde claque le bec aux identitaires. On constate une chose, c'est que de tous les côtés, on cherche à récupérer cet événement de la Coupe du Monde et transformer en quelque sorte plutôt cette défaite en une victoire. Oui, c'est ça moi c'est ça qui me paraît le plus remarquable, c'est que on fête les Bleus comme s'ils avaient gagné. Hein, c'est-à-dire on a l'impression qu'on gagne. Non, je suis désolé, on a perdu. Peut-être de justesse, mais on a perdu quand même. Bon, ça c'est quand même un peu étrange, mais bref. Alors, il y a le côté aussi beau match de foot. Oui, certes. Bon, enfin bref. Moi, je reviens sur le boycott. D'abord, il ne faut quand même pas oublier que ceux qui ont appelé au boycott, c'était tous les bobos qui voulaient se donner une conscience écolo, les mêmes qui ne trouvent rien à dire au fait que le Qatar achète la France à la découpe, que le Qatar est un des États qui soutient quand même un islamisme assez radical en Europe, etc. Avec les frères musulmans et ses antennes, voilà, tout ça c'est très sympathique, qui en plus fait du chantage maintenant explicite, énergétique en Europe, etc. Alors donc on a dit, oh là là, on va le boycotter, le méchant, tout en le laissant faire par ailleurs. Bon, donc, comme vous l'avez souligné, je pense que la population ne s'est pas laissée avoir. Et je dirais la masse de gens qui ont regardé prouve que les peuples, en tout cas le peuple français, n'est pas rentré dans ce jeu-là. Alors, ça c'est le deuxième observation. Oui, ils n'ont pas voté à l'élection présidentielle, mais ils ont voté avec leur télé, finalement. Oui, ils n'ont pas voté avec leurs pieds, ils ont voté avec leur télé. D'ailleurs, c'est pour ça que Michel Leclerc dit c'est très bien parce qu'ils ont acheté des postes de télévision. Oui, d'accord. Bon, enfin, je ne pense pas que ça soutienne forcément l'économie durablement. Alors, l'autre élément, c'est qu'effectivement, je crois que vous avez raison, il y a eu manifestement une tentative d'essayer de bénéficier d'un effet Coupe du Monde pour redorer un peu le blason quelque peu terni d'Emmanuel Macron. Alors, ayant pas de chance, oui, comme on n'a pas gagné, on se retrouve dans une posture un petit peu particulière. Donc il y a une récupération, mais je pense que cette récupération a fait long feu. Et je crois que ceux qui ont supporté l'équipe des Bleus n'ont pas forcément supporté Emmanuel Macron. Hein. Je crois qu'on va le voir. Hein. La preuve en est sur TF1. Merci pour la transition, Michel. Ah, vous avez vibré pendant ce match ? Ouais, très beau match. Comme je dis, après la meilleure équipe a gagné, mais très beau match. Et je vais passer un message pour Manu. En fin de compte, Manu, on n'oublie pas, on pardonne pas.
et pour nous mutiler, pour nous blesser, pour nous incarcérer, parce que la lutte pour nous continue, pour l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire aux joueurs de l'équipe de France ce soir? Aux joueurs de l'équipe de France, ils ont très bien joué, mais Emmanuel Macron a fait beaucoup de blessés. Et vous avez vibré comment ce match? Vous avez vibré comment ce match? Là, on voit du côté donc des supporters des propos. On aime d'un côté la performance des Bleus et d'un autre côté, quand même, oui, puis alors on voit que ça gêne quand même le journaliste qui essaie de lui retirer le micro. Ah oui, qui lui coupe la parole et qui coupe, oui, évidemment, qui coupe la séquence, évidemment. Bon. Ça ne nous étonne pas. On essaie aussi de transformer, en fait, cette défaite sportive en une sorte de victoire du multiculturalisme, en expliquant ça claque le bec aux identitaires. Oui. Bah là, on essaie de refaire le coup de 1998, de la France black, blanc, bleu, etc., de Jacques Chirac qui portait la Coupe du Monde, tout ça. Bon, le problème, c'est qu'on n'est plus en 1998 et qu'aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts et que le discours multiculturaliste est de moins en moins crédible, hein, sauf dans le milieu médiatique, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y a un article assez rigolo qui est apparu dans le Figaro. Plus un pays est déclassé sur le plan économique, plus il performe sur un terrain de football, de Sébastien Lay. Il nous explique, par exemple, la France, grande nation de football, mais aussi 4e puissance économique mondiale avant les années 90, fut incapable de gagner la moindre Coupe du Monde. Face au déclassement économique et social, une nation peut réagir en se surinvestissant dans une activité sportive. Est-ce que l'analyse est juste ? C'est une analyse un peu décoiffante par rapport au discours ambiant. Bon. Je ne suis pas un grand économiste, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore un modèle économétrique qui montre une relation inversement proportionnelle entre les nombres de points au foot et puis les succès économiques. Alors, par contre, ce qui me semble assez remarquable, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les grandes puissances mondiales, les grands États civilisationnels, comme on dit, lesquels alors? Les États-Unis, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Japon, on pourrait même rajouter aujourd'hui l'Indonésie, qui est une puissance non négligeable. Ces États ne sont pas très performants en football, hein. Donc c'est quand même... Alors, parce qu'il y a des sports nationaux qui sont différents, hein. Les Japonais, c'est plutôt le baseball que le football. Mais enfin, bon, c'est quand même... ça devrait nous interroger. Alors, moi, je ne crois pas qu'il y ait de relation de cause à effet. Par contre, ce qui me paraît manifeste, c'est qu'on utilise le sport comme moyen de détourner l'attention et d'éviter de cacher d'autres réalités. D'ailleurs... Je rappelle que les pays socialistes ont toujours beaucoup misé à l'époque sur le sport, hein, les pays de l'Est, l'Union soviétique. Bon, pour se donner les une aura... échecs, par exemple. Oui, ou même la gymnastique. Oui, enfin, c'était pas négligeable, pour cacher aussi un peu, pour donner une bonne image, tout en cachant une réalité. Je pense que dans le cas de la France, c'est manifeste. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron dit « les Bleus nous ont fait rêver », oui, c'est ça le problème. C'est que les Bleus, c'est le rêve. C'est une France rêvée. Alors le multiculturalisme rêvé, puis la France qui gagne. Mais la vérité, c'est que quand on regarde les résultats malheureusement de notre pays, il n'y a pas un seul indicateur depuis des années qui soit en progression. Nous sommes en phase de régression, en fait. Je suis désolé, que ce soit en matière sécuritaire, la France, c'est le premier pays de l'Union européenne pour les homicides, le premier pays de l'Union européenne pour les victimes d'attentats islamistes. L'insécurité a explosé, la conjoncture économique n'est quand même pas formidable, l'endettement a augmenté. Enfin, on pourrait continuer comme ça. Donc, on voit bien quand même que il y a une volonté de... Alors c'est bien d'essayer de pousser des succès, mais il ne faut pas non plus faire ça pour cacher une réalité qui est beaucoup moins brillante. Il cache la Donc réalité, il y a un fond de peut-être vérité. qu'on vient aussi gâcher un petit peu. Donc la je pense fête. qu'il y a un fond de vérité dans l'article qui a été évoqué, sans doute pas une théorie économique nouvelle, mais il y a bien un effet de compensation, sauf que cette compensation, elle n'est pas spontanée. C'est pas le peuple français qui spontanément se jette comme ça dans le football. Il y a une volonté politique et politico-médiatique de l'orchestrer. Ça me paraît clair. Deuxième élément que j'aimerais porter à votre attention, Michel, une petite manipulation de l'info par l'AFP. On nous apprend, comme dans les médias... Quelle surprise! Ben oui, mais c'est notre travail. Alors Quelle surprise! Il faut les commenter de semaine en semaine.
On apprend dans Libération et dans d'autres journaux, en collaboration avec l'AFP, puisqu'ils reprennent la dépêche en réalité, que plusieurs attaques racistes ont été constatées à l'égard des Bleus, qui sont majoritairement d'origine africaine, et que la Fédération française de football annonce porter plainte. Des émojis singes sous les photos Instagram, des insultes racistes par milliers depuis dimanche soir, la défaite des Bleus. Et la défaite des Bleus, eh bien, plusieurs joueurs de l'équipe de France, donc on cite Kingsley Coman, Aurélien Tchouameni et Randal Kolo Muani, subissent une déferlante de haine sur les réseaux sociaux. 3 joueurs d'origine africaine. Et pourtant, on apprend dans un deuxième temps, dans l'équipe, on a un journal spécialisé dans le sport et le football plus précisément, que la plainte de la Fédération française ne concerne pas que Coman, Tchouameni et Kolo Muani, mais également Hugo Lloris, et qu'il est aussi victime, visiblement, de harcèlement raciste sur les réseaux sociaux. Encore une fois, une dépêche AFP qui élude certains éléments qui ne vont pas dans le sens du politiquement correct. Ah bah oui, parce que je pense que là, ça ne surprend pas nos spectateurs, nos internautes. Tout le monde sait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc, par définition, si on se plaint de tweets racistes, ça ne peut être évidemment que des personnes qui ne sont perçues comme non blanches, comme on dit aujourd'hui, qui en sont victimes. Hein. C'est ça la réalité. Là. C'est non seulement une réalité médiatique, mais je rappelle que c'est aussi souvent une réalité judiciaire. C'est-à-dire qu'au plan judiciaire, on ne reconnaît pas l'existence en partant du principe assez fallacieux qu'une minorité peut être discriminée, mais par contre qu'une majorité ne peut pas être victime de racisme puisqu'elle est majoritaire. C'est un peu l'idée du racisme systémique. Voilà, c'est ça. Bon, donc ça, c'est habituel, hein, c'est tout le temps comme ça. Et enfin, le dernier point que j'aimerais que nous abordions ensemble, c'est une étrange, bien que prévisible, fixette qu'ont fait les médias sur l'extrême droite pendant cette Coupe du Monde et pendant cette dernière semaine. Je vais vous montrer 2 choses. La une de Libération que nous n'avions pas pu commenter la semaine dernière puisqu'elle est sortie vendredi. Nuit bleue, peste brune, Paris, Lyon, Nantes, Nice. Après le match France-Maroc mercredi soir, plusieurs villes ont été le théâtre d'attaques racistes, signe d'une montée en puissance de groupuscules identitaires et ultra-violents. Une thèse qui a vite été reprise par Léa Salamé face à Jordan Bardella sur France 2. 3 jours avant, là, 41 policiers blessés. En l'occurrence, c'est vrai ou c'est Jordan faux? Bardella, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé mercredi soir. Mercredi soir, les violences, elles sont venues de quel côté? Qui a foutu le bordel, le chaos? Moi, je condamne toutes les violences. Et il y en a eu aussi de la part. C'est de l'ultra-droite. Il y en a eu aussi. C'est l'impunité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les militants de l'ultra-droite à Nice, à Paris, à Lyon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Dehors les Arabes, ils ont chassé, dehors les Arabes. Et du point de vue inverse, dans la contradiction, on a Jérôme Fourquet qui vient relativiser quand même cette thèse de Libération sur les ondes d'Europe 1. Donc ce phénomène a toujours existé. On a parlé d'une quarantaine d'individus à Paris qui ont été interpellés. Il y en a eu à Lyon, dans d'autres villes aussi, à Strasbourg, à Lille. Mais on est sur les étiages classiques d'une mouvance qui est groupusculaire. Là, alors d'abord, je trouve que la une de Libération est quand même très belle, hein, très bien faite. Nuit bleue, alors, ça fait penser à l'OAS, la peste brune, enfin, rappelez-vous, M. Darmanin qui voyait les gilets jaunes transformés en chemise brune. Bon, donc là, il y a vraiment un bon combo. Bon, alors, ça ne nous surprend pas, c'est ce que Gabriel Cluzel appelle le couteau suisse, hein, l'extrême droite, c'est le couteau suisse. Dès qu'il y a quelque chose, c'est le couteau suisse. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'essayer de créer une espèce de contre-feu pour cacher la réalité que dans notre pays, maintenant, quand il y a des matchs de football principalement, qui opposent une équipe maghrébine et puis une autre équipe, il y a généralement des violences. Donc là, on a essayé de monter en épingle des agissements. D'ailleurs, après, il est vrai qu'il y a eu des interpellations, des arrestations. Oui, mais il y a eu des interpellations d'ailleurs qui étaient sur le point de semer le trouble. Elles sont préventives. Alors là, c'est curieux. On est capable de faire des interpellations préventives pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Hein, pas les supporters qui ont cassé des choses. Là, c'était pas du préventif. Quand l'extrême gauche manifeste, il n'y a pas d'interpellation préventive. On l'avait déjà vu du temps des Gilets jaunes ou des manifestations contre la réforme du Code du travail. Bon, donc ça, c'est assez frappant. Bon, en fait, c'est un contre-faux. Ce serait une sorte de contrôle de faciès inversé? Oui, sans doute. C'est plus facile parce que là, il n'y a pas de risque de bavure. Mais en réalité, c'est un contre-feu pour cacher quand même une réalité
assez préoccupante, car là, il y a une trentaine de villes qui ont été le spectacle d'affrontements, que ce n'est pas uniquement dans ce qu'on appelait les fameuses banlieues sensibles, mais que maintenant, ça commence à toucher d'autres villes, et y compris à l'étranger. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Belgique. Que, d'autre part, il y a eu très peu de condamnations officielles de la part du gouvernement là-dessus. C'est un petit peu comme si on finissait par se résigner. C'est comme si on s'habituait à ce qu'il soit traditionnel maintenant que lorsqu'il y a des supporters dans la rue, il y ait des violences, on tire au mortier sur les policiers, on provoque des incendies, etc. Malgré le dispositif policier incroyable. Oui, c'était important. 15 000 policiers le soir de la finale, par exemple. C'est un chiffre affirmé. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment autant de policiers qu'on le dit? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas en mesure de le vérifier. Mais on est en train de nous faire le même coup que la Saint-Sylvestre. Vous savez, on nous explique maintenant que les incendies de voitures, c'est traditionnel. Ah bah oui. Avant, non, c'était pas traditionnel. Ouais, c'est très populaire. Bon, donc je crois que ce n'est pas très sérieux, mais ça fait marcher la machine médiatique. C'est le couteau suisse. Il y a un problème, c'est l'extrême droite. Le couteau suisse, puis on a ressorti un petit peu la machine à peur avec l'extrême droite. D'autres exemples qui n'ont rien à voir avec la Coupe du Monde. Contre l'accueil de réfugiés, l'extrême droite sème la terreur dans un bourg des Côtes-d'Armor. Sème la terreur, vous vous rendez compte? Une référence au village de... C'est les SA, là, c'est vraiment... c'est affreux. On a également une information qui a été publiée par tous les médias. Haine en ligne, de plus en plus de communautés violentes d'extrême droite sur Internet selon Europol. La semaine dernière, c'était la tentative de putsch raté des militants d'extrême droite en Allemagne. Des papis, parce que vous avez vu l'âge de ces militants, dont certains sont des royalistes en Allemagne aujourd'hui. Enfin, vous voyez le genre. Bon, donc, non mais... Nostalgique de Bismarck. Tout ça, c'est ça. Bon, donc, tout ça, on voit bien qu'il y a un caractère... d'une spontanéité relative, disons. Tous ces groupuscules étant en plus... totalement infiltrés par les services de police, etc. Donc, je veux dire, tout ça est du montage médiatique pour cacher une réalité. Malheureusement, c'est que l'insécurité en France ne s'améliore pas et que maintenant, les violences à l'occasion de spectacles sportifs deviennent maintenant quotidiennes, enfin régulières. Ça va plus. On va passer tout de suite à notre revue de presse. Merci beaucoup, Michel Geoffroy. Et un mot tout d'abord sur le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme concernant Éric Zemmour. La Cour a validé la condamnation par la justice française d'Éric Zemmour pour des propos incitant à la haine qu'il a tenus sur France 5 en 2016. Il s'agissait, en quelque sorte, la Cour européenne des droits de l'homme, du dernier recours de l'écrivain pour obtenir son blanchiment dans cette affaire, finalement. Alors... Je vous ai sorti un petit peu le rapport et dans l'entête, on nous explique « Le requérant, journaliste, n'échappait pas, bien que s'exprimant alors en sa qualité d'auteur, aux devoirs et aux responsabilités d'un journaliste. La Cour considère que ses propos ne se limitaient pas à une critique de l'islam, mais comportaient, compte tenu du contexte d'attentat terroriste dans lequel il s'inscrivait, une intention discriminatoire de la communauté musulmane. » Elle en déduit donc, la Cour, que les motifs retenus par les juridictions internes, donc françaises, pour entrer en voie de condamnation et infliger au requérant une amende étaient suffisants et pertinents. Les propos d'Éric Zemmour qui lui ont valu cette condamnation sont les suivants. La réponse non à la question de savoir s'il y a des musulmans qui vivent dans la paix et qui sont totalement intégrés en France. Ou encore, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou non, comme des bons musulmans, c'est des soldats de l'islam. Voilà. Moi, ça ne surprend pas, cette position de la CEDH. Elle a beaucoup évolué au fil du temps. Au départ, elle était très, très, très libérale, si je puis dire. Aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus répressive. Plus libérale que la France auparavant, du coup ? Oui, parce que le principe était on a le droit de tout dire. Bon, ça c'était il y a longtemps. C'est donc une jurisprudence qui ne doit pas nous surprendre. Je rappelle qu'en 2018, la Cour a également débouté un Autrichien, une Autrichienne, une conférencière autrichienne, qui avait été condamnée dans son pays pour avoir critiqué publiquement l'islam et Mahomet. Et la Cour avait dit non, on ne peut pas accepter ça parce que c'est une menace à la paix religieuse. Une notion nouvelle. Bon, donc là, je dirais, la position de la CEDH n'est pas surprenante. Et je pense que vu les propos qu'il avait tenus, il ne pouvait pas ne pas être débouté en appel.
Alors maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est ce qui est écrit au début de l'arrêt, où on dit, je cite, on rejette l'exception préliminaire du gouvernement français, donc, fondée sur l'article 17 de la Convention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, je ne suis pas juriste, donc je vous laisse expliquer. Je vais essayer d'éclaircir les choses, votre lanterne. Ça veut dire que le gouvernement français avait demandé à la Cour de sanctionner, de prendre une décision forte à l'égard d'Éric Zemmour sur la base de cet article 17. Qu'est-ce que c'est que cet article 17 ? C'est un article qui considère qu'il ne peut pas y avoir, pour faire court, de liberté d'expression sur un certain nombre de sujets. Par exemple, l'apologie du terrorisme, l'apologie des régimes totalitaires du passé, la négation de l'Holocauste, etc., etc., la mise en cause de l'ordre constitutionnel, la mise en cause de l'intégrité territoriale des États, etc. Hein ? Bon, donc, c'est un dispositif qui ne s'appliquait pas, à l'évidence, au cas d'Éric Zemmour. Et donc, la CEDH a rejeté ce moyen, comme on dit. Donc, ça veut dire, en clair, que le gouvernement français était beaucoup plus répressif encore que la CEDH, puisqu'il voulait condamner Éric Zemmour sur la base de cet article 17. Enfin, non pas condamné, mais débouté. Pour le mettre aux côtés bah oui, donc de ceux qui font l'apologie du terrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, ça veut dire que ce qu'on a déjà dit 1000 fois, à savoir qu'effectivement, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression se réduit, et derrière, il y a une stratégie manifeste qui est de pénaliser de plus en plus la critique de l'immigration. Hein, c'est ça qui est en cause. Hein, et penser à la dissolution de générations identitaires, c'est la même logique. Hein, c'est-à-dire que les gens commettent pas de délit, mais le fait même de critiquer l'immigration devient aujourd'hui de plus en plus délictueux. Une autre nouvelle que vous n'entendrez certainement pas dans les journaux de 20 heures, Associated Press News, une agence de presse américaine et l'une des plus anciennes de son genre d'ailleurs, a publié une enquête intitulée « La police profite du Covid-19 pour étendre la surveillance globale ». Une enquête qui concerne beaucoup de pays avec différents exemples et c'est un dossier assez explosif, j'ai envie de dire, mais non exhaustif, bien sûr, des mesures employées par les gouvernements du monde pour contrôler leur population, à l'aide notamment d'applications mobiles, comme une sorte de tous anti-Covid, et d'autres technologies de reconnaissance faciale, etc. Et c'est un phénomène qui n'est pas circonscrit et limité à la Chine, comme on pourrait le penser, puisque la Chine est l'exemple type du contrôle de la population en termes de Covid-19 dans l'imaginaire. Je vous lis le début de cet article qui est assez intéressant. Ramlaoui servait le café dans le vieux Jérusalem lorsqu'il a reçu ce SMS. Vous avez été vu en train de participer à des actes de violence dans la mosquée d'Al-Aqsa. Vous serez tenu responsable de vos actes. Et plusieurs centaines de personnes ont reçu le même message. Beaucoup ont dit vivre ou travailler dans le secteur, mais n'avaient rien à voir avec les tensions. Et en fait, le Shin Bet, qui est la sorte de DGSI israélienne, service de renseignement, utilisait des outils de surveillance de masse créés dans le but de mesurer la diffusion de l'épidémie, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le Covid. Un peu plus loin dans l'article, on nous dit de Beijing à Jérusalem, en passant par l'Inde ou l'Australie, les services de police ont utilisé ces technologies et ces données pour empêcher des militants et des gens ordinaires de voyager, pour harceler des communautés ou encore partager les données avec d'autres outils de surveillance. Dans certains cas, les données étaient même partagées avec des agences de renseignement. Beaucoup d'exemples de villes ou d'États ayant eu recours à ces techniques de surveillance dans l'article. Je vous renvoie directement à l'article que vous pourrez traduire avec Google Traduction ou quelque chose comme ça, si vous voulez prendre connaissance de l'article qui est quand même assez long. Dernier petit exemple français, à Marseille, l'UE a versé presque 600 000 € en 2 ans au système de Big Data pour la tranquillité publique. L'outil devait notamment alerter les autorités lorsqu'un mouvement de foule inattendu se créait dans la ville. Plus d'un tiers du financement a été versé une fois que le projet avait été enterré. Mars Actu a obtenu un document cette année indiquant que le programme était toujours en voie de développement. Oui, très bien. Voilà qui est réjouissant. Il y a plusieurs choses à dire. Moi, je dirais, d'abord, sur le fond de l'affaire, ce genre de révélation ne fait que confirmer ce qu'ont dit les lanceurs d'alerte depuis très longtemps. Les complotistes, vous voulez dire? Oui, on les appelait les complotistes, oui, mais les lanceurs d'alerte qui ont dit que les outils pouvaient être utilisés à d'autres fins que des fins de protection de la santé, etc. Donc ça, ce n'est jamais que la confirmation. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre une époque où
progressivement, on s'aperçoit, notamment sur tout ce qui a trait au Covid, que ce que disaient les complotistes en question, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « bah oui, ils avaient raison ». Bon, je ferme la parenthèse. Bon, moi, ce qui m'intéresse plutôt dans cette affaire, c'est que c'est un bon exemple de journalisme, d'investigation, un travail sérieux. C'est un bon exemple de ce qu'on ne fait pas en France. Hein, voilà, c'est ce que je peux dire. C'est-à-dire que on voit bien que sur des sujets comme ça, nos médias sont inexistants. Hein, ils ne disent pas grand-chose. Alors, ça me fait penser à ce que le journal Les Échos vient de sortir, à savoir une étude qui avait été faite par Patrick Pouyanné, l'ancien, qui est PDG de Total, quand il était plus jeune, il y a quelques années, et qui était une analyse de la presse économique française, et qui est une analyse extrêmement critique. Alors, c'est intéressant parce que la presse économique, elle est censée être sérieuse. Hein. Or, qu'est-ce qu'il dit dans son... C'est celle qui est réputée la plus factuelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce que dit ce rapport, qui est tout à fait intéressant. Alors, je cite quelques phrases. « Il est très difficile de trouver une information précise sur un événement non national. Trop souvent, les articles sont remplis d'erreurs parce que le message n'a pas été compris par les journalistes et qui considèrent qu'il manque de compétences. La presse économique française a tendance à être complaisante envers ses sources d'information. Elle est sous-développée. » Enfin, je pourrais continuer la liste. Ça traduit bien quand même le fait que... Enfin, d'ailleurs, si vous connaissez un peu la presse étrangère, si vous la feuilletez, notamment la presse alors, j'ose même pas parler de la presse américaine, ne serait-ce qu'en épaisseur. On voit tout de suite que notre presse n'est pas capable de faire des choses approfondies. Hein. Donc c'est ça l'intérêt, enfin, si je puis dire, de ce que vous avez présenté. C'est qu'on voit quand même qu'il y a des gens dans le monde, il y a des journalistes qui font quand même un travail sérieux. On aimerait bien que notre presse mainstream fasse pareil. Amen. Alors, j'en ai un petit exemple de cette presse mainstream, de cette presse de référence, qui nous parle de sujets dont on n'entend pas et qui révèle des informations. C'est en quelque sorte le cadeau de Noël de Gérald Darmanin aux gilets jaunes, aux antipasses et aux révoltés futurs. Le canard... Ou aux supporters marocains, je ne sais pas moi. Marocains ou d'extrême droite, tous les supporters, tout le monde en aura pour son compte. Le canard enchaîné donc nous apprenait le 20 décembre, il y a 2 jours, que le ministre de l'Intérieur avait passé une commande exorbitante d'une dizaine de millions de grenades lacrymogènes et assourdissantes pour un montant total de 38 millions d'euros. C'est un record absolu. Il me semble que la deuxième plus grande commande après celle-là, c'était celle de 2018 où on avait commandé 17 millions d'euros de grenades. Bah oui, elles ont été utilisées. Hein, là, c'est le double. Voilà une information donc, qu'on n'entendra pas aux 20h, mais... C'est le canard enchaîné qui produit encore des nouvelles, si j'ai envie de dire. Ça confirme une règle qu'on a peut-être déjà évoquée, je crois, dans l'immédiat, c'est que les choses importantes ne sont pas toujours dans les médias mainstream, ou alors elles sont dans les petits entrefilets. Hein. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de choses importantes ne sont pas dans les médias. Hein. Je pense en particulier, moi, au fait que tout ce qui a trait au changement du monde dans lequel nous sommes, des changements des rapports de force mondiaux. Est-ce que vous savez que le président chinois a eu une visite en Arabie Saoudite absolument incroyable et qu'il a été reçu avec des égards étonnants, ce qui traduit que la Chine vient de signer des 29 milliards de contrats avec l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a dans l'espace plus d'astronautes chinois que d'astronautes américains, etc. Je veux dire, il y a des tas de sujets importants qui sont occultés par nos médias. Non pas, même, c'est pas forcément des sujets qui gênent le gouvernement, c'est même que le monde entier, tout ce qui tourne autour de notre monde, de notre petite affaire franco-française, on ne les voit pas dans les médias. Hein. Donc les choses importantes. C'en est l'illustration. Bon, on a commandé des grenades. Bon, très bien. Bah oui, on sait bien. C'est peut-être pour la préparation des Jeux Olympiques. Moi, je sais pas. Hein, mais bon, voilà. Donc, les choses importantes, c'est pas forcément dans les grands médias qu'on les trouve. C'est plutôt dans la presse un peu plus alternative, si je puis dire. Et puis, bien sûr, ou un peu plus confidentielle. Voilà. À l'instar du canard enchaîné ou le Politis même qui fait savoir sur Twitter qu'ils avaient parlé de cette affaire le 14 novembre au canard enchaîné. Non, mais bon. Ils ont dit non, c'est nous qui avons partagé la nouvelle en premier. Bon, Politis, c'est quand même pas un journal
qui a un très grand public quand même. Hein. Bon. Non, encore une fois, c'est un petit peu alternatif, confidentiel. Alors Michel Geoffroy, on a fait l'image de la semaine avec Macron, on a fait le premier sujet qui est l'actualité, on a fait la revue de presse sur les manquements de la presse et on va passer à un deuxième sujet, notre cadeau de Noël, qui est une sorte de récapitulatif de toutes les catégories de bobards qu'on a pu voir cette année. Et c'est pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne fin d'année qu'on a décidé de vous offrir ce petit récapitulatif. La sélection a été dure, bien sûr, puisque vous pouvez en retrouver en moyenne 1 ou 2 par émission d'immédiat, hein, c'est ce genre de bobards. Et ceux-là sont particulièrement croustillants. Au moins, si les médias, les manquements des médias et les mensonges du gouvernement deviennent un sujet de discussion à votre table à Noël ou au réveillon, vous serez armé en quelque sorte d'exemples pour faire valoir votre point de vue. On a plusieurs catégories cette année de grands bobards. Les bobards de guerre déjà, qui ont fait leur grand retour en 2022, Michel, avec par exemple l'île aux serpents. Ah oui, vous vous en souvenez, on n'en a pas... Enfin, non, je n'étais pas là, mais vous étiez là sur ce plateau avec Nicolas Faure pour le décrypter. Oui, non, alors, il y a effectivement le retour des bobards de guerre. On en a connu dans le passé avec la Syrie, l'Irak, etc., la Serbie même. Donc les bobards de guerre, c'est un élément très important de la désinformation. Là, il est manifeste que nos médias ont pris le parti de l'Ukraine, bien entendu, et donc en permanence récupère les informations de la communication ukrainienne et nous la présente comme vérité d'évangile. Alors donc il y avait effectivement, on avait parlé de l'île aux serpents, n'est-ce pas, présentée comme une résistance courageuse des pauvres soldats ukrainiens qui étaient exilés sur cette île, qui n'est d'ailleurs pas un objectif stratégique, mais peu importe. Bon, après on a découvert qu'ils étaient en fait prisonniers et pas du tout résistants. Il y a eu les faux missiles, là on vous souvenez, les tuyaux de poêle qui étaient des missiles russes, n'est-ce pas, puisque les Russes étaient... Les cheminées, ces dangereux missiles russes. Étaient tellement bêtes qu'ils bombardaient leurs propres installations, leurs propres positions. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Mais à qui appartiennent les bombes tombées sur ce site ultra sensible? Les cheminées, ces dangereux missiles russes. Étaient tellement bêtes qu'ils bombardaient leurs propres installations, leurs propres positions. On a tout eu. On a eu les gentils Ukrainiens, démocrates, n'est-ce pas, surtout quand ils tendent le bras en faisant un salut qui rappelle des heures sombres. Je veux dire, on a tout eu. On a même eu notre ministre de l'économie qui nous explique qu'on va mettre à genoux l'économie russe. À coup de sanctions. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Bon, donc là, c'est vraiment tous ces bobards de guerre, ça ne nous surprend pas, c'est de la propagande de guerre, c'est ce qu'on appelait pendant la Grande Guerre le bourrage de crâne. Hein, donc on n'entend qu'un seul son de cloche, si je puis dire. Alors, ce qui est frappant, c'est que cette propagande, elle est pétrie de contradictions, puisque la réalité, c'est que ne correspondant pas à ce qu'on dit, ils sont constamment obligés de se rattraper. Alors, le meilleur exemple, c'est qu'on nous a expliqué que l'armée russe était à genoux et qu'elle n'avait plus de munitions. Plus de munitions. Et puis alors maintenant, on nous explique que les Russes bombardent, écrasent l'Ukraine sous les bombes, détruisent toutes les installations énergétiques, ce qui est un peu contradictoire. Donc on nous explique que l'Ukraine gagne, mais enfin ça fait quand même 300 jours qu'elle met du temps à gagner, manifestement. Qu'elle a quand même besoin d'armement. Et puis un autre exemple très typique dans nos médias, c'est l'omerta totale sur le nombre de morts ukrainiens. Alors que dans la presse américaine, on évoque des 100 000 morts, ce qui est quand même énorme. En 6 mois de conflit, c'est quand même... Chiffre d'ailleurs repris par Madame von der Leyen, qui a officiellement repris ce chiffre, alors que nous, on continue de nous expliquer qu'il y a très peu de pertes du côté ukrainien. Donc je veux dire, voilà un exemple, enfin on pourrait multiplier les exemples, toutes les semaines il y en a.
C'est simple, nous avons les généraux de plateau télé qui ont repris la place des médecins de plateau télé, donc ils viennent nous délivrer la bonne parole. Bon, voilà un bel exemple. Donc cette année, je crois que la catégorie des bobards de guerre a de bonnes chances pour les bobards d'or, les futurs bobards d'or qui auront lieu, je le rappelle, le 13 février prochain. C'est ça, début février prochain. Alors, deuxième catégorie, on a eu tout un pan du bobard sécuritaire qu'on pourrait amicalement renommé le bobard Darmanin, peut-être, entre affabulation et contre-feu, bien sûr. On avait les supporters anglais au Stade de France, qui ont franchi les grilles violemment et puis qui ont ensuite semé la terreur après le match. On s'en souvient tous. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui, alors là, on peut dire, on peut être méchant en disant c'est le bobard Darmanin. C'est-à-dire que là, c'est les médias qui permettent le bobard politique d'une certaine façon, parce qu'ils le reprennent comme vérité d'évangile. Dans les premiers jours, du moins, les premières heures. Au début. Alors oui, parce qu'on verra après une autre catégorie de bobards qui fait que les médias deviennent amnésiques. Mais enfin bon, donc ça c'est typique. Il y a eu ça, il y a eu aussi la main de Moscou, rappelez-vous, on nous a expliqué que s'il y avait eu des problèmes au grand stade, c'était évidemment les Russes. Les Russes qui sont à la fois perdants et en même temps partout. Quand on écoute nos médias, là aussi c'est une contradiction un peu étrange. Il y a eu l'extrême droite, on vient de le voir avec les supporters du Maroc. Mais là, c'est le bobard quotidien. Oui, mais c'est la même chose, c'est-à-dire il n'y a pas de problème sécuritaire. Rappelez-vous, avant on disait il n'y a pas de problème sécuritaire, il y a simplement un sentiment d'insécurité. C'est vrai. Jusqu'à très récemment. Alors la réalité étant quand même manifestement là, puisque un certain nombre de bobos eux-mêmes se font agresser maintenant, donc ils sont quand même bien obligés de dire qu'il y a des problèmes. Donc là maintenant on dit, oui, il y a peut-être des problèmes, mais c'est quand même l'ultra-droite qui est responsable, qui sème la terreur, comme on l'a vu. Bon. Donc là on voit cette idée. Il y a eu aussi, moi je le mets dans la catégorie des bobards Darmanin, cette fameuse manifestation des patriotes, où le journaliste a dit non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu de manifestation à Paris, c'est encore un coup de la désinformation russe. Macron, et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, ce n'est pas du tout vrai. N'est-ce pas ? Julien Arnaud, bien sûr. Oui, et puis non, manque de chance. Bon. Avec Renaud Pilat qui avait enchaîné, il s'était excusé parce que quand même. Ils avaient osé diffuser une odieuse fake news. Et en fait, il s'était repris et Renaud Pilat, le lendemain, expliquait la manifestation a existé, mais c'était une manifestation contre le pass sanitaire. Oui, alors qu'on les entend crier paix, non à l'OTAN, etc. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'information mainstream. Oui, d'accord. Un sacré bobard sur les plateaux en direct. Et puis, il y a cette catégorie normale de bobards, ce que j'appellerais le bobard tartuffe, c'est-à-dire cacher l'identité de l'auteur d'un acte criminel, c'est-à-dire cacher l'islamiste, c'est-à-dire qu'on explique que non, c'est un déséquilibré, il a proféré des propos incompréhensibles. Quand on dit ça, en général, ça veut dire quelque chose. Ou on a même un exemple de... C'était Alban Gervais. Oui, pour Gervais, où on a traduit Allah est grand en français, comme ça, c'est Dieu est grand. C'était mieux de dire ça. En rappelant que la personne était de nationalité française. Oui, tout à fait. Oui. Bon, donc, voilà. Ça, c'est ça. Je pense que c'est la deuxième grande catégorie de cette année. C'est les bobards Darmanin, c'est-à-dire parce que c'est normal, la situation sécuritaire se dégrade, et donc on a besoin de faire un contre-feu médiatique pour essayer de reculer la réalité. Ou d'avoir une sorte de tête de turc, de victime sacrificielle pour rassembler la société. Troisième catégorie, peut-être ? Alors, la troisième catégorie, moi, je dirais, c'est les bobards amnésiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, cette année ? Vous avez un certain nombre de gens qui ont eu un rôle important dans la gestion de l'épidémie de Covid et qui ont contribué, notamment dans le cadre du Conseil scientifique, à imposer aux Français des mesures dont l'efficacité a été douteuse et surtout des mesures largement liberticides et qui, après,
disent finalement on s'est un peu trompé, oui c'était un peu comme l'a dit l'ancien président du Conseil scientifique, on aurait dû laisser un peu plus de liberté aux gens. L'interview du jour, c'est quand même Monsieur Delfraissy, qui a dit exactement le contraire de tout ce qu'il a dit depuis 2 ans. Mais vivre avec le virus, c'est peut-être aussi sortir de cette notion d'obligation. Ce sera aux citoyens de choisir. Mais c'est la chienlit. On ne peut pas demander la même chose à un jeune de 18 ans ou à quelqu'un d'âgé. Il se fiche de nous. Etc. Et alors, vous mentionnez Delfraissy sans le nommer. Voilà, monsieur le professeur Delfraissy. On pourrait citer aussi le professeur Perron, qui a été traîné dans la boue par nos médias, et puis qui finalement a été blanchi, entre guillemets, par le Conseil de l'Ordre, qui a reconnu qu'il n'avait absolument pas violé le serment d'Hippocrate, et qu'il avait, au contraire, il ne pouvait pas ne pas dire ce qu'il a dit. Alors là, nos médias ont perdu la mémoire. Ils ont perdu la mémoire. Ils ne s'excusent pas. Ils perdent le fil. Ah oui, non, on ne s'est pas trompé. Non, simplement, on change de sujet. Bon, donc ça, c'est ce que j'appellerais la 3e catégorie. Plus classique, qu'on trouve souvent, c'est l'amnésie. Les médias ne reviennent jamais. Quand ils ont fait une erreur, ou quand ils ont hurlé avec les loups et que la vérité apparaît, ils ne se remettent jamais en cause. C'est pour ça, c'est ça cette 3e catégorie. Voilà. Ces 3 catégories-là qui sont un petit peu celles qui sont ressorties le plus cette année. Et à côté, on a bien sûr eu des bobards classiques comme l'affaire de Fourna, qui était une honteuse manipulation médiatique. On avait également, là j'ai un exemple plus récent, d'une sorte d'occultation finalement. C'est les auditions des la patrons propagande d'EDF. par occultation est extraordinaire. D'ailleurs, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les questions énergétiques, mais là aujourd'hui, il y a toute une succession d'auditions devant le Parlement, d'anciens responsables d'EDF qui sont pas tendres, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la politique des gouvernements successifs en matière énergétique et nucléaire. Bon. Pas vraiment un traitement. On peut pas dire que ça fasse. Oui, on a 2-3 articles, franchement. Oui, mais enfin, c'est pas beaucoup. On préfère dire qu'on va manquer d'électricité à Noël, mais donc là, c'est l'exemple typique. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Des choses importantes ne sont pas dans les médias mainstream. Au revoir, notre passage il y a 10 ou 15 minutes. Merci beaucoup, Michel Geoffroy, pour cette belle émission. Avez-vous un coup de chapeau ? Je sais que Jean-Yves fait des coups de chapeau hebdomadaires. Avez-vous un coup de chapeau cette semaine ? Moi, j'ai un coup de chapeau pour tous les donateurs qui ont, en une journée, ont répondu à l'appel au secours du site F2 Souche, qui est un site où il y a quand même beaucoup d'informations, et en particulier qui fait remonter beaucoup d'informations de la presse régionale, qui sont souvent occultées par la presse nationale, comme on l'a déjà dit, dans l'immédiat. Et donc, en une journée, il a fait un appel aux dons, et finalement, son objectif a été obtenu. Donc, je crois que il faut donner un coup de chapeau à tous ceux qui donnent aujourd'hui, et je crois qu'il faut le faire à la presse alternative. Bien sûr, à tous ceux qui donnent à TV Liberté, ça va sans dire. Évidemment. Et je dirais que chaque euro qu'on donne pour les médias alternatifs, c'est un clou dans le cercueil du système. Je veux dire, il n'y a pas de petits gestes inutiles, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Faisons comme les écolos qui nous expliquent que chaque geste va nous permettre de changer le climat. Eh bien, aujourd'hui, quand on donne 1 euro pour les médias alternatifs, on contribue à affaiblir le système. Merci beaucoup Michel Geoffroy, merci à tous d'avoir suivi cette émission de fin d'année 2022, cette dernière émission de 2022 d'Immédiat. Je vous laisse la commenter, l'aimer et la partager autour de vous si elle vous a plu, comme d'habitude. Et je vous dis rendez-vous le 5 janvier, le jeudi 5 janvier sur TVL, la chaîne principale, pour retrouver notre nouveau format avec le retour de Jean-Yves Le Gallou. Merci beaucoup Michel Geoffroy. Merci. Et à bientôt.